L'histoire commence toujours de la même façon. Dans un village, on vous montre une plantation fraîchement dévastée. Le douli, nom indigène de l'éléphant, est venu manger le manioc ce matin. C'est vrai ou ça n'est pas vrai, mais de toute façon, les gens du pays savent que si les grands blancs ont la bonne fortune de tuer un éléphant, le village ne sera pas oublié dans la distribution de viande. L'éléphant est par là. C'est vague. Allons-y quand même. Les deux éclaireurs vont d'abord faire le vent, c'est-à-dire voir si la direction est propice pour une marche d'approche. Voyez ces roches blanchâtres, c'est une pharmacie d'éléphants. Les doulis viennent s'y purger en léchant les sels minéraux et ils en profitent pour se laver les dents, c'est-à-dire les défenses, dont la forme s'imprime dans la pierre tendre. La mesure du pied va permettre de voir si nous sommes sur une piste sérieuse. 46 cm, très intéressant, nous pouvons y aller. Dès les premiers pas dans les galeries forestières, le nombre et l'importance des arbres abattus nous confirment que nous sommes sur une bonne piste. C'est qu'il ne s'agit pas de chercher d'autres passages que ceux-là même qu'ont tracés les éléphants, qui sont les grands agents voyés de la forêt. De temps en temps, aux galeries sombres succèdent d'anciens marigots ou une savane plus clairsemée. Cet arbre aux fruits bizarres est le saucissonnier. Mais les galeries forestières nous happent. Au fond de chacune d'elles coule un ruisseau qui charrie de l'or, comme toutes les rivières de la région. L'éléphant a dû marcher plus vite que nous. La nuit va tomber. Nous allons nous arrêter dans une clairière. Le cas était prévu puisqu'il ne faut jamais abandonner une bonne piste d'éléphant. Les feux fument encore quand nous donnons le signal du réveil. L'éléphant a dû manger toute la nuit aux environs du camp car les Noirs n'ont cessé de l'entendre casser du bois. Nous sommes convaincus de son récent passage en traversant une mare bourbeuse, véritable baignoire dans laquelle les éléphants se sont amusés avant notre venue. En s'éclaboussant, ils ont souillé de boue les branchages jusqu'à près de 5 mètres de haut. La marche reprend, pénible parfois dans la broussaille épaisse. Mais attention, le bruit des branches cassées indique le voisinage immédiat de l'éléphant et à quelques mètres, nous tombons sur le premier animal que nous avons approché à contre-vent et qui ne nous a ni vu, ni senti, ni entendu. Voici maintenant une jeune éléphante qui s'est aventurée en terrain découvert. Surveillons-la et approchons encore. Nos porteurs s'empressent de nous abandonner et d'aller chercher le refuge d'arbres protecteurs. À quelques mètres, un fort mâle mais peu visible. Patience. Notre éléphante est toujours là, mais c'est une jeune, on ne la tire pas. Elle ne nous a pas encore découvert. À ce moment, de maudits jeunes éléphantes s'enfuient. Mais nous n'avons pas tiré un seul coup de fusil, nos éléphants n'ont pas dû aller bien loin, et nous repartons très confiants.
Nous sommes alors véritablement environnés d'éléphants et le bois craque de tous côtés. Une famille entière, mâles, femelles et jeunes, défile devant nous. Essayons d'isoler le plus fort. Tous nos porteurs impressionnés n'attendent pas leur reste. Et c'est le coup au but, sous la trompe même de l'animal qu'on ne peut viser qu'à quelques mètres. Il a son compte et dans son agonie, il déblaye la valeur d'une clairière, qui arrache notre vieux pisteur et haletant. Un deuxième coup l'étend reine mort. Approchons maintenant sans crainte. C'est un vétéran qui a dû voir plusieurs générations d'hommes se succéder dans ces forêts sauvages. Les chasseurs vont inspecter les traces de leurs balles. Le vieux Douli, avec ses oreilles gigantesques, a bien d'autres marques de combats antérieurs, coups de saguet et même balles de fusil d'autrefois. Ces défenses mesurent plus d'1 mètre en leur partie extérieure. Cela représente près d'1,60 m au total, environ 35 kilos. Un trophée magnifique. Son pied a bien les 46 cm, c'est donc lui que nous suivions depuis 2 jours. Nous coupons la queue dont les poils font prime en Europe sur le marché des porte-bonheur. Et nos pisteurs viennent manifester leur joie comme de grands enfants. C'est qu'il y aura ce soir de la viande dans tous les villages. Déjà, les charognards se rassemblent par dizaines, par centaines, ils attendent leur tour. Nous découpons pour nous la tronche, dont notre coupe fera au camp de base un bœuf bourguignon très acceptable. C'est alors qu'arrivent sur les lieux les habitants des villages voisins, avec leurs couffins les plus profonds et leurs coupe-coupes les mieux affûtés. Mystère des PTT de la brousse, ils sont tous là sans que nous ayons eu besoin de les prévenir. Et les découpeurs entrent en action, tailladant la première peau qu'ils défendent. Bientôt, la chair rose apparaît de tous côtés. À l'écart, une beauté timide attend paisiblement son tour. Et que je coupe et que j'entaille, sans souci des mouches accourues au festin et qui piquent indifféremment l'animal ou les indigènes recouverts de sang coagulé. Pas rien, petit tueur, à ton tour. Les couffins commencent à se remplir de beefsteaks de 5 kilos. Mais la maman qui attend avec son petit sur les bras ne s'impatiente pas. Elle sait qu'il y en aura pour tout le monde. Un coup d'affûtage et l'empare. Vous allez sourire, mademoiselle. Ne vous laissez pas exciter par l'odeur du sang, il pèse 7 tonnes cet animal, vous en aurez tous. Et hop, dans le panier. Le chasseur fixe sur sa pellicule le souvenir de cette scène extraordinaire. Les charognards se rapprochent, et maintenant que l'extérieur est
bien épluchées, passons à l'intérieur. Alors les indigènes plongent dans la cavité thoracique et se partagent les tripes qui sont des morceaux de cheval. Pendant ce temps, des équipes ont préparé les feux de boucanage. Et la viande est immédiatement passée à la flamme et à la fumée de bois vert, où elle perdra les 4 au 5e de son poids. Le soir, il y a de la joie au village, et le tam-tam des grandes occasions cesse dans le moindre hameau l'aubaine inespérée.